Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir, c'est un quart d'heure américain décalé pour nous permettre de retrouver Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, avec nous en visioconférence et surtout pour nous permettre de parler de la confirmation de la candidature de Joe Biden pour la prochaine élection présidentielle. Pierre-Yves, on vous retrouve d'habitude le lundi et c'est vrai que le timing est plutôt bon de vous retrouver ce soir puisqu'on sait désormais, c'est officiel depuis hier, que Joe Biden sera candidat à sa succession pour l'élection présidentielle de 2024 aux États-Unis. Ça n'a pas l'air d'être une immense surprise, Pierre-Yves. Non, on en avait souvent parlé déjà entre nous au cours des derniers mois. Ça ne surprend personne non plus à Washington. Ça ne surprend pas non plus les Américains. Les Américains qui, quand on leur pose la question, sont assez effarés. Les sondages concordent tous sur cette question. 70% des Américains pensent que Joe Biden ne devrait pas se représenter et même 51% des démocrates pensent que Joe Biden ne devrait pas se représenter. La cote de popularité de Joe Biden est un peu remontée depuis son point le plus bas. Il était tombé à 36% il y a un an, il est à 39% de popularité. Il a quand même 54% des électeurs qui désapprouvent la manière dont il conduit les affaires de l'État. Ce ne sont pas des chiffres très porteurs. Le problème, c'est que c'est un petit peu comme en France d'ailleurs. Tiens, quelle est l'alternative ? Quelle est l'alternative du côté démocrate à Joe Biden ? Ce sont tous des candidats qui sont encore moins populaires. Même chose côté républicain, tous les déboires, nous en avons parlé récemment encore, tous les déboires de Donald Trump ont profité à resserrer sa base et aujourd'hui Donald Trump fait figure de favori pour l'investiture républicaine, alors qu'en fait, quand on pose la question à l'Américain moyen, il ne veut surtout pas d'un match retour entre Joe Biden et Donald Trump. Mais pour le moment, c'est ainsi que sont les choses. Alors attention, nous sommes dans une émission boursière, donc nous sommes beaucoup dans l'anticipation. Dire que Joe Biden est aujourd'hui à 39% seulement de popularité, c'est une chose. Quelle sera sa popularité si la récession commence, cette récession que l'on nous promet depuis maintenant plus de 6 mois et qui ne vient toujours pas d'ailleurs, mais qui semble-t-il est de plus en plus vraisemblable. La marge de Joe Biden en termes de chute possible de sa popularité si une récession commence est très étroite. Et ça, je pense que c'est, outre le problème que Joe Biden est un personnage qui ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme même pour les démocrates, outre le fait qu'il a 80 ans, si la récession se matérialise aux États-Unis, les choses vont être très compliquées pour Joe Biden. C'est bon. Il a les statistiques pour lui. Je crois que quand même depuis plus de 50 ans, la majorité des présidents américains élus qui se représentent sont réélus. Trump, Bush ont fait exception, je crois. Moi, ce qui me fascine, vu de très très loin, Pierre-Yves, je suis de très loin la vie politique américaine par rapport à vous, c'est l'effacement total de Kamala Harris. Je vais essayer de rester poli. On se demande à quoi elle sert. Alors je pense vice-président américain, Pierre-Yves. Oui, oui. Une partie de la responsabilité du problème de Kamala Harris revient au président Biden qui ne lui donne pas grand-chose à faire. Barack Obama avait donné beaucoup plus de responsabilités à Joe Biden lorsque ce dernier était son vice-président. Le meilleur exemple de président qui avait beaucoup compté sur son vice-président, c'était Bill Clinton qui avait chargé Al Gore de toutes sortes de dossiers. Kamala Harris, elle inaugure les chrysanthèmes, on dit ça, je crois. On l'envoie à Paris quand les Français sont fâchés. Elle va aux enterrements, elle va couper les rubans. Le problème aussi, lui faire d'elle une candidate potentielle. Normalement, c'est à elle que devrait revenir la candidature pour, enfin, le poste, la position de favorite pour l'investiture. Le problème, c'est qu'elle a une réputation aussi, et pas simplement parmi les républicains, rassurez-vous, de quelqu'un qui travaille assez peu,
de quelqu'un qui est très difficile dans le travail. Il y a beaucoup de gens dans son entourage qui sont partis au bout de quelques mois. Ça tourne beaucoup dans son équipe. Donc, un, Joe Biden ne lui donne pas grand-chose à faire. Deux, elle ne travaille pas beaucoup et elle a tendance un petit peu à considérer que tout est facile et qu'il suffit de s'appeler Kamala Harris et de sourire pour faire le job. Elle est encore moins populaire. Je n'ai plus les chiffres sous les yeux, mais elle ne fait pas partie des personnalités que l'on cite comme une alternative crédible à Joe Biden pour le moment. Pierre-Yves, on a évoqué dans la partie précédente de l'émission la question du plafond de la dette aux États-Unis. On ne sait pas quand ce plafond sera atteint. On sait sans doute quand même que l'horizon se rapproche et qu'il se rapproche sans doute plus vite que ce qu'on pouvait estimer il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Le marché dit c'est plus grave que d'habitude et c'est peut-être aussi grave qu'en 2011, voire plus grave même qu'en 2011, l'année où on est arrivé à 48 heures du plafond de la dette et que le AAA américain a été dégradé par les grandes agences de notation. Est-ce que vous allez dans le sens du marché de ce point de vue-là, Pierre-Yves ? Moi, je suis beaucoup plus inquiet aujourd'hui que je ne l'étais en 2011. Je pense que le marché voit les choses avec une grande lucidité et considère au moins deux points importants. Le premier, c'est que les républicains sont beaucoup plus extrémistes parce qu'ils sont beaucoup plus faibles et que la très faible majorité des républicains à la Chambre des représentants fait que le leader de la Chambre est totalement dépendant d'une poignée d'extrémistes à la droite du parti. Et qu'il est obligé, d'ailleurs on l'a vu, avant de se faire élire Speaker, il a eu je ne sais plus combien de votes, 15, 14, 17, enfin quelque chose d'incroyable. La deuxième raison pour laquelle je suis pessimiste, c'est que Joe Biden est beaucoup moins centriste que ne l'était Barack Obama. Ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été bien intégré en Europe, en France en tout cas. Joe Biden est beaucoup plus à gauche. Donc, de part et d'autre, nous avons un canyon qui n'a jamais été aussi large. Et personne ne parle de compromis, c'est ce que disait très justement un de vos intervenants il y a quelques minutes. On ne parle pas de compromis. Joe Biden vient de passer 6 mois pour dire quelque chose qui était factuellement inexact, pour dire les républicains veulent réduire les programmes sociaux fondamentaux extrêmement populaires que sont le régime général d'assurance maladie, Medicare, et le régime général de retraite. C'est faux. Il y a un républicain en Floride qui a soumis un plan comme ça n'a jamais été repris par le parti, ça n'a jamais été dans la plateforme législative des républicains. Mais il a martelé ce message de manière extrêmement agressive et tout à fait électoraliste, et ça a d'ailleurs porté ses fruits. De l'autre côté, les républicains accusent Joe Biden de toutes sortes d'horreurs. On n'est pas du tout dans un cas de figure où on se prépare à négocier un compromis. Et c'est inquiétant. Une des raisons pour lesquelles Joe Biden ne tient pas un discours, une rhétorique de compromis, c'est qu'il est convaincu que les républicains ne pourront pas passer ce projet de loi qui devait être voté hier soir et qui le sera peut-être dans les prochaines heures, et qui servirait de base à une négociation, projet de loi qui propose de réduire de à peu près 4 500, 5 000 milliards de dollars les dépenses telles qu'elles sont prévues, les dépenses fédérales, en échange d'un relèvement de 1 500 milliards de dollars du plafond de la dette. Il pense que les républicains, qui ne sont que 222 à la Chambre des représentants, ne vont pas pouvoir obtenir la majorité nécessaire de 218 pour faire passer ce plan. Dans ce cas-là, effectivement, cette négociation ne peut pas vraiment s'engager car le roi est nu côté républicain. Dans la séquence, on suivra effectivement le vote à la Chambre des représentants. Je crois que le speaker McCarthy a laissé entendre qu'il avait les voix, mais faudra-t-il encore le prouver, le délivrer? Et puis, sur la question du timing du plafond de la dette, c'est le Trésor américain et Janet Yellen qui donnera la date à un moment donné. C'est ça, Pierre-Yves? Elle la donnera d'abord quand elle en aura une bonne perception, et elle la donnera aussi au moment où, je pense, le président Biden le jugera opportun. On appelle ça le X-date. C'est une date qui dépend de deux choses. D'abord, du calendrier de dépenses fédérales,
et surtout du calendrier des recettes. Nous venons de passer le 15 avril, qui était la date limite pour le paiement des impôts fédéraux. Et semble-t-il, jusqu'à présent, dans le décompte qui a été fait, les recettes fiscales sont moins élevées que prévu, ce qui porte à croire, notamment Goldman Sachs en est convaincu, que cette date absolue de nécessité, au-delà de laquelle Oncle Sam tombera en défaut si on ne relève pas le plafond de la dette, ne sera pas en août, mais sera plutôt au mois de juin. Il reste une minute, Pierre-Yves. Je suis désolé parce que c'est quand même l'événement média des derniers jours aux États-Unis avec le départ précipité du kingmaker conservateur Tucker Carlson qui officiait jusqu'à vendredi dernier, je crois, sur les chaînes de Fox. C'est terminé. Que s'est-il passé ? Il est devenu insupportable, même pour Rupert Murdoch. Insupportable. Il s'est disputé par écrit un petit peu avec tout le monde, il a insulté tout le monde et on a commencé à s'en apercevoir parce que dans le cadre des procédures qui sont lancées, des procédures civiles qui sont lancées contre Fox News, tous ces courriels ont été publiés. L'autre point important, c'est que des annonceurs se sont plaints. Tucker Carlson réunissait 3 200 000 personnes dans son show le soir sur Fox News. C'était plus que ses deux concurrents réunis. Malgré cela, ses propos étaient de plus en plus outranciers et rendaient mal à l'aise de grandes sociétés qui sont des annonceurs fidèles sur Fox et qui ont préféré aller ailleurs. Et je crois que la coupe était pleine et au cours du week-end, Rupert et Lachlan, son fils Lachlan Murdoch, ont décidé qu'on pouvait se passer de Tucker Carlson, qui avait un petit contrat, un petit peu comme celui que nous avons d'ailleurs, Grégoire, 20 millions de dollars par an. J'ai vu que le cours de bourse de Fox a dévissé de 600 millions quand même sur l'annonce du départ de Tucker Carlson. Je pense que Murdoch est convaincu que ça va remonter parce que ce ne sont pas les candidats qui manquent pour remplacer Tucker Carlson. Vous savez, beaucoup de grandes vedettes de Fox News sont partis au cours des dernières années et ils ont toujours trouvé quelqu'un pour les remplacer. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci pour ce quart d'heure américain décalé ce mercredi soir. Mais je vous rassure, le quart d'heure américain a bel et bien lieu le lundi chaque semaine, en début de semaine, donc dans Smart Bourse à 17h45 en direct. Vous retrouvez de toute façon ce quart d'heure américain chaque semaine en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.